Bien, merci Monsieur le Président. Bonjour à tous. Alors bon, je vais bien évidemment pas en une heure expliquer tout ce que je fais en 4 jours de formation. Mais aujourd'hui, on va surtout aborder des questions. Vous savez, il y a beaucoup de femmes étrangères qui arrivent en France par le mouvement familial, conjointes de Français, etc. Et ces personnes sont assujetties pour les uns et les autres à une communauté de vie. 3 ans pour les conjoints français, 4 ans pour les conjoints arrivant dans le cadre du mouvement familial. Et cette communauté de vie est scrutée par les services des préfectures, éprouvée, pour pouvoir soit avoir un séjour, soit pouvoir le renouveler et ensuite passer à des titres de séjour plus sécurisants comme les cartes 10 ans, etc. Donc, le problème, enfin, je disais que c'est surtout essentiellement cet aspect que j'ai abordé avec vous aujourd'hui, avec si possible pas à la fin avec des questions-réponses, je pense qu'il y en aura. Donc ces questions sont, cette communauté de vie et cette possibilité d'obtenir un séjour sont bien évidemment inscrites dans les textes, hein, mais c'est pas toujours facile à obtenir des titres de séjour parce que essentiellement il y a des violences dans le pays. Alors j'effectue un certain nombre de permanences juridiques auprès de centres sociaux, associations, etc. Et je peux vous assurer que c'est pas toujours facile avec certaines préfectures. Je reçois beaucoup de femmes qui sont victimes de violences conjugales, y compris pratiquement dans les premiers instants de leur arrivée en France, ce qui est assez incroyable. Et donc, ces femmes, quelquefois des hommes aussi, hein, parce que la loi, elle n'a pas de sexe. Hein, les violences conjugales dans ce cadre-là peuvent, c'est certes très rarement, mais quelquefois s'applique aussi à des hommes qui peuvent éventuellement aussi faire l'objet de violences conjugales. Parce que, bon, après, il faut s'entendre sur la question de violence, les violences physiques, psychologiques, etc. Ce droit qui est inscrit dans les textes n'est pas toujours facile d'application parce que les préfectures traitent souvent ces dossiers-là avec parcimonie. Il faut des justificatifs. Donc, en ce qui concerne ce droit est inscrit dans ce qu'on appelle le code de l'entrée de séjour des demandeurs d'asile, le CCDA, mais c'est aussi un droit qui est sorti de la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, et par la suite inscrit dans la loi d'égalité réelle pour les femmes et les hommes de l'août 2014. Donc c'est de là que ça vient. Et alors il faut distinguer 2 choses. La loi donc, de 2010 a créé l'ordonnance de protection. Cette ordonnance de protection est prononcée par le JAF, le juge aux affaires familiales. Et en matière de séjour, il n'y a que l'ordonnance de protection qui fait obligation au préfet de délivrer un titre de séjour. Et encore, puisque souvent les ordonnances de protection, quand elles sont prononcées, c'est quelque chose de procédure très lourde, très rare. Les dernières statistiques que j'ai vues, c'est 2015, il y a eu à peu près de 2500 ou 1800 ordonnances qui ont été prononcées pour toute la France. Donc c'est quand même une procédure extrêmement rare et pas facile. En plus, quand elle est prononcée pour 6 mois. Donc, qu'est-ce qui se passe après les 6 mois? Je veux dire, si elle n'est pas renouvelée, la situation de la personne étrangère revient en quelque sorte à la case départ. Mais cette ordonnance prononcée par le juge s'impose donc au préfet. Il doit délivrer un titre de séjour.
Et il faudra, quitte à revoir la situation de la personne, le renouvellement de ce titre de séjour. Mais pour les autres personnes qui n'ont pas, qui sont aussi victimes de violences et qui ne sont pas titulaires de l'ordonnance de protection, leur régularisation, c'est l'attribution d'un titre de séjour, reste au bon vouloir des préfets, c'est-à-dire comme on dit, pouvoir discrétionnaire des préfets. Et c'est là que souvent il y a beaucoup d'obstacles, parce que beaucoup de préfectures, par exemple, en sont à demander l'ordonnance de protection à des femmes pour pouvoir être régularisées. Et ça, c'est parfaitement illégal, puisque les articles 313-12 du CESEDA précisent bien que ces questions de violence doivent être quand même examinées. Sauf que, bon, au niveau des guichets, on va demander à ces personnes toute une série de choses qui va prouver les violences, hein, certificats médicaux, plaintes, main courante, procédure de divorce. Il y a des préfectures qui disent, bah, faites procédure de divorce, on verra bien ce qu'il y a dans l'ordonnance du juge par la suite. Donc c'est pas toujours facile d'arriver à régulariser la situation du niveau de séjour, et quelquefois ça peut s'apparenter à une deuxième violence en quelque sorte. C'est une violence administrative qui est exercée sur des questions des personnes qui sont réellement victimes de violences, quelquefois des pressions, des chantages au papier, des choses comme ça. De la même manière, bon, donc, pour les conjoints de Français qui arrivent sous couvert de visa le plus souvent, les visas d'installation, la loi prévoit que dès l'arrivée, s'il y a des violences avérées, et alors même qu'un premier titre de séjour n'a pas été délivré, la personne peut demander. Et c'est très difficile parce que dans les premiers mois, vous savez, il y a le visa de long séjour, valant titre de séjour. Ce sont des visas délivrés pour un an, notamment aux conjoints de Français. Et dans l'attente des démarches auprès de la préfecture, on se rapprocher de l'OFI, etc., il arrive qu'il y a très très souvent des violences, et donc alors que la personne est toujours sous couvert de ce visa qui vaut titre de séjour. Bien évidemment, les préfectures exigent dans le délai de vie commune, qui est donc de 3 ans pour les conjoints de Français, que le conjoint soit présent, qui est le justificatif de vie commune, qui sont quelquefois impossibles à fournir, puisque si la personne fait l'objet de violence, elle a quitté le domicile conjugal, et l'autre refuse de lui délivrer un certain nombre de documents, carte d'identité, justificatif de domicile, etc. Donc, pour vous dire que malgré le fait que c'est inscrit dans les textes, beaucoup de situations de violence en sont victimes, la grande majorité de femmes. On a souvent beaucoup de difficultés à obtenir la régularisation, et lorsqu'elle a été obtenue, notamment au renouvellement des titres de séjour, il n'est pas rare que les personnes se voient notifier des obligations à quitter le territoire avec perte de titre de séjour, etc. Cela vaut aussi pour les conjointes arrivées dans le cadre du regroupement familial. Alors pour elles, la durée de vie commune est poussée à 4 ans. C'est-à-dire que pendant 4 ans, ces personnes ont une espèce d'épée de Damoclès sur la tête. Elles doivent à chaque fois prouver qu'elles sont avec leur conjoint, avec des justificatifs, le conjoint va être présent, etc. Donc, c'est au bon vouloir, enfin, le pouvoir discrétionnaire du préfet, et le pouvoir des guichets à ce niveau-là, quelquefois, c'est pas très facile. Donc, il n'est pas rare que les gens soient obligés d'aller devant le juge administratif pour faire valoir leurs droits. Bon, je précise aussi que cette possibilité est également étendue depuis la loi 2014, l'égalité entre hommes et femmes, aux personnes qui sont victimes en quelque sorte de mariage forcé. Donc il y a aussi pour ces personnes
la possibilité d'obtenir un titre de séjour, voire même une ordonnance de protection. Si c'est des personnes qui sont sur le territoire, qui n'ont pas de documents, ils peuvent, dans ce cadre-là, également faire une demande de régularisation. Ensuite, bon, il y a eu des petites innovations, hein, avec notamment la dernière loi sur l'immigration, enfin ça existait déjà avant, c'est la possibilité aussi pour les personnes qui sont titulaires déjà d'un titre de séjour et qui se voient confisquer les papiers lors d'un séjour au pays, par exemple. C'est assez courant d'ailleurs. Et ces personnes, lorsqu'elles ont eu déjà un droit au séjour, doivent pouvoir bénéficier d'un visa de retour en France, alors même que les papiers, surtout la carte de séjour, a été confisquée, souvent par le conjoint. Voilà un petit peu ce qui est inscrit dans les textes, hein, l'ordonnance de protection, mais aussi les personnes qui ne sont pas bénéficiaires de cette ordonnance, leurs demandes doivent être examinées par les préfectures au vu de tous ces éléments que la personne peut apporter. Il y a aussi la question des personnes qui font l'objet, parce que c'est une violence aussi, de trafic d'êtres humains, proxénétisme, etc. Là, c'est une procédure un peu plus lourde qui consiste à faire témoigner dans des affaires comme ça, en tant que victime. Et donc les textes prévoient qu'un titre de séjour peut être attribué, enfin ça se passe plutôt sous forme d'autorisation provisoire de séjour de 6 mois renouvelable, et lorsque les personnes impliquées dans ces réseaux sont condamnées, la personne peut se voir obtenir un titre de séjour d'1 an, voire de 10 ans. Et enfin, plus récemment, avec la loi du 7 mars 2016, a été créée aussi une possibilité, c'est ce qu'on appelle le parcours de sortie de la prostitution. C'est quelque chose d'assez lourd comme parcours, parce que ça doit être suivi par des associations agréées, il y a des commissions départementales, etc. Mais les personnes qui sont dans des situations de prostitution, qui est aussi une violence, peuvent obtenir des titres de séjour pour longtemps qu'elles s'engagent dans ce parcours de sortie, avec bien évidemment l'accompagnement des associations spécialisées dans la matière, notamment l'Amicale du Lit, etc. Voilà un petit peu en gros, si vous voulez, les possibilités avec toutes les obstacles que ça peut comporter pour les personnes d'origine étrangère, beaucoup de femmes, bien entendu. Je précise que dans le cadre de ces violences, les préfectures doivent aussi examiner les situations de personnes vivant en concubinage, voire paxées, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les textes prévoient uniquement la question du mariage, et il y a par exemple une jurisprudence de la Cour de cassation qui a refusé à quelqu'un qui était paxé la possibilité d'être régularisé, parce qu'il fait objet de violence, parce que le texte ne prévoit que le mariage et pas le pax. Ceci dit, devant les préfectures, toute personne faisant l'objet de violences conjugales, un concubin par la personne paxée, sa situation doit être examinée. Dans le cas de refus, c'est le tribunal administratif, il y a une affaire qui est jusqu'à la Cour de cassation qui fait la différence, etc. Mais bon, ça peut évoluer là aussi. Voilà un petit peu en gros. Hein. Maintenant, ce qui est intéressant peut-être, c'est s'il y a des questions, que je puisse apporter des précisions, si vous avez des situations que vous souhaitez me... Une petite remarque, et puis après à vous la parole. Donc si on a dit, d'après le rapport que j'ai entre les mains, que vous pouvez rectifier, 14,5% de femmes qui dénoncent un petit
les violences sur les 80. Donc ça donne 84 000, le chiffre que j'ai. Si on multiplie par 7, jusqu'au 14,5, ça donne ça. Pour avoir 100%, c'est à peu près 560 à 600 000. Si on dit seulement qu'il y a 3% de femmes ou 4% de femmes migrantes, on va se retrouver vers 40 à 50 000. Donc les 2000 de cartes livrées, c'est pour avoir une idée, ça ne donne même pas les 1/7, c'est-à-dire vers 5%. Voilà, c'est uniquement pour lancer le débat. Donc, à vous la parole, hein, comme j'ai dit, comme c'est toujours, vous êtes des professionnels, donc parlez des situations, hein, des femmes que vous avez rencontrées et qui profitez des réponses sur le plan juridique que notre ami peut apporter. Je vois des doigts qui se lèvent. C'est toujours difficile, hein, la première question. Sinon, on va rester comme ça, on en série, merci. Hein? La femme est l'avenir de l'homme, on va chanter. Hein? Allez, qui va commencer? Je vois. Peut-être c'est les hommes, quelquefois, qui. Ah, voilà, merci de me sauver. Je cours pour vous donner. Ah oui, c'est comme ça, ils vous ont connu. Voilà. Ah, c'est bien ça. Bonjour. Je suis éducatrice spécialisée dans le cadre d'une d'aide éducative à domicile, nous, on est protection de l'enfance, mesure d'aide éducative en faveur d'un enfant, d'une fratrie. Actuellement, on a accompagné une maman donc qui n'a pas de papier, qui est en France depuis 2013, qui était hébergée par la communauté dans la famille du papa et soumise à la prostitution contre échange de cet hébergement. Là, récemment, elle a pris le courage et est partie de ce lieu. On a travaillé avec le 115, elle a actuellement hébergé à l'hôtel avec le gamin. On aborde tout doucement les procédures qui sont très longues. On a un contact avec la CIMAD, on court un peu après lui. Voilà, enfin, du coup, c'est un début. Enfin, voilà, elle fait ces démarches-là pour la première fois. Elle nous a un peu franchi un cap après ces 4 années. Voilà, du coup, votre expérience m'intéresse au plus haut point. Bien. Bon, la CIMAD, ils ont des très bons juristes. Hein. Peut-être pas aussi beaux que moi, mais ils sont très bons. Et l'enfant, il a quel âge? Il est scolarisé. Je pense que pour cette personne, la meilleure façon, c'est qu'elle fasse une demande. Bon, c'est un peu long, 6 mois en moyenne, selon les préfectures. Qu'elle fasse une demande de régularisation dans le cadre des dispositions de la circulaire Valls de 2012, à savoir qu'elle doit justifier de 5 ans de présence sur le territoire avec un enfant scolarisé depuis 3 ans. Ça passe assez. Pour l'instant, la circulaire Valls n'a pas encore été enterrée, donc elle fonctionne assez bien pour les mamans, pour les parents d'enfants scolarisés, fonctionne moins bien pour d'autres critères. Autrement dit, elle peut aussi s'engager dans le fameux parcours de sortie de la prostitution, mais c'est beaucoup plus lourd. Parce qu'elle doit être suivie par une association agréée qui va donc faire un dossier sur cette personne et ensuite qu'elle doit être soumise à la commission départementale. Mais l'intérêt peut-être, c'est que dans ce cadre-là, elle aurait un récépissé rapidement. Tandis que, mais moi je pense que la procédure dans le cas de la circulaire Valls, pour elle, est plus, évidemment, si elle peut sortir de. Voilà. Donc elle peut déjà entamer, c'est quelle préfecture? C'est Evry. Je ne connais pas très bien. Mais bon, il n'y a pas de raison. Dans le cas de la circulaire Valls, de toute façon, c'est à la moyenne, c'est 6 mois. Certaines préfectures, le dossier, il faut l'envoyer par la poste. C'est le cas des Hauts-de-Seine, par exemple, et de Créteil, enfin de Valmar. Et d'autres préfectures acceptent le dépôt de dossiers sur place contre une attestation, etc.
Alors, le gros problème dans ces situations, et c'est pour ça qu'elle a vraiment besoin de votre aide, c'est d'organiser les justificatifs de présence en France. Alors, la circulaire parle d'un justificatif probant tous les semestres, mais la plupart des préfectures, on leur demande le double, c'est-à-dire un justificatif par trimestre. Probant, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des choses de type aide médicale État, déclaration d'impôt, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui veut commenter? Je vous interromps. Parlez entre nous aussi. Ils parlent entre elles et nous, on est là. Nous, on profite pas. Ah oui, on peut déclarer ses impôts même si on n'a pas de papier. Beaucoup le font. Et avec des sommes, et quelquefois même, il y en a certains qui payent des impôts, alors ils n'ont pas le titre. Moi je connais des gens, ils ont tout sauf le titre de séjour. Il y a d'autres questions? Il y a le bus des femmes. Alors par contre, je précise quand même, parce qu'il y a des gens qui font des déclarations d'imposition sur 2-3 ans en arrière, normalement sur 2 ans en arrière, en pensant que ça va valoir comme justificatif de présence sur ces 2 années-là. Non, c'est la date d'émission des services fiscaux qui sera prise en considération par les préfectures et pas l'année sur laquelle on a fait la déclaration. Oui. Oui, excusez-moi. Je voulais juste rebondir pour appuyer justement ce que vous étiez en train de dire, puisque je suis référente famille dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans le département de l'Orne, et à Alençon plus précisément. Et effectivement, il est tout à fait possible de faire des avis d'imposition pour le public que l'on accueille. Et entre autres, pour la circulaire VAL, ce que j'ai pu en faire dans le cadre de ma pratique professionnelle, et il est souvent demandé aussi des certificats de scolarité des enfants pour appuyer l'intégration. Donc vraiment, c'est un dossier qui est assez aisé à faire et à instruire. En tout cas, nous, sur le département de l'Orne, ça marche plutôt bien. Oui, donc les certificats de scolarité, ça va poser aucun problème. Excusez-moi, du coup, je travaille dans la même structure que ma collègue et on a fait effectivement des régularisations VALS. Il est aussi demandé, et nous, en tout cas dans notre département, apprécier une note sociale d'un travailleur social expliquant des démarches d'insertion de la personne. Donc, par exemple, la participation active à des cours de français, le bénévolat, des choses comme ça. Donc ça peut en tout cas être une pièce supplémentaire au dossier. Oui, c'est tout à fait normal parce que la circulaire, entre il y a 2-3 critères et parmi ces critères, c'est pouvoir s'exprimer oralement en français. C'est-à-dire que quand les gens vont au guichet des préfectures, c'est jamais recommandé. Vous pouvez les accompagner, mais il ne faut pas parler à leur place. Ils doivent être à même depuis 5 ans de pouvoir exprimer dans un français compréhensible leur demande. Donc c'est pour ça que l'importance de suivi de cours de français auprès de certaines associations, c'est important. Le micro est entre votre main. Non, mais circulez. Il y a le bus des femmes, ça existe aussi. Je ne sais pas s'il y en a qui travaillent avec. Dans le temps, nous on travaillait avec le bus des femmes qui sont des prostituées. Ils sont très efficaces en cas de besoin. Moi, j'ai une question. Après, c'est peut-être un autre sujet, peut-être un petit peu différent qu'on va aborder plus tard. Donc, nous, on travaille actuellement avec des personnes en demande d'asile. On peut avoir des femmes victimes de violences. Est-ce que c'est possible, en tant que demandeur d'asile, de faire en parallèle une demande d'ordonnance de protection au JAF? Parfaitement, bien sûr, il n'y a rien qui s'y oppose. Après, si c'est quelqu'un qui est dans un parcours de demandeur d'asile et qu'à un moment donné peut remplir, d'ailleurs la nouvelle loi qui est en cours de vote à l'Assemblée, la loi Colomb, va beaucoup apporter de modifications à ce niveau-là, puisqu'il est question, par exemple, que dès le départ, la personne choisisse ce qu'elle veut, soit la procédure d'asile, qu'elle ne pourra pas, par la suite, ça me paraît très difficile à faire juridiquement,
Mais, par exemple, la personne, après, même si quand elle est débutée, ne puisse pas se rabattre sur une autre possibilité, notamment les titres de séjour pour soins, etc. Ça, c'est en débat actuellement. Et le Conseil constitutionnel, pour l'instant, n'a rien trouvé à redire. Donc on verra comment ça va sortir au printemps. Mais ce que je disais, c'est que cette personne peut parfaitement faire une demande d'ordonnance de protection. Et dans ce cadre-là, faire une demande de régularisation à ce titre. Sauf que la préfecture va lui demander d'abandonner sa procédure de demande d'asile. Et justement... Il ne peut pas jouer les deux tableaux en même temps. D'accord, et ça c'est légal, parce que nous, effectivement, actuellement sur le terrain, la préfecture lui demande d'arrêter la demande d'asile. Du coup, ça, c'est légalement... Enfin, je ne dirais pas que c'est légal, mais c'est ce qui est exigé. Enfin, c'est prévu effectivement. C'est-à-dire que la préfecture ne veut pas statuer, elle, sur deux choses à la fois. Hein. Soit c'est l'asile, soit c'est autre chose. Maintenant, il peut aussi continuer sa procédure de demande d'asile et faire valoir notamment cette ordonnance de protection. Je ne sais pas si c'est lié à son parcours, à son récit, à son histoire, hein, il faudrait voir. Mais au cas où elle serait débutée, elle pourra toujours se rabattre si la nouvelle loi ne l'empêche pas. Et j'ai du mal à croire, notamment en question de violence. Hein. Elle peut toujours se rabattre sur cette question de l'ordonnance. Et c'est une ordonnance de 6 mois, j'imagine. C'est une ordonnance pour 6 mois. C'est une APS en fait. Mais bon, c'est vrai que les préfectures demandent à ce que la personne abandonne la demande d'asile pour passer à autre chose. Il y a le micro de Passéo, Merci, c'était vraiment une petite question pour la précision. Et du coup, ces titres de séjour, ils sont directement liés aux 6 mois de l'ordonnance Le titre de séjour. Donc, le premier cas de figure, ce sont les personnes qui font l'objet de violences graves, hein, parce que l'ordonnance, et qui bénéficient de cette ordonnance de protection, avec tout ce que ça entraîne, vous savez, hébergement, la possibilité même d'être domicile chez son avocat. Bon, c'est des personnes qui ont besoin d'être protégées de quelqu'un qui est très violent. Hein. Donc, dans ce cadre-là, oui, le préfet est obligé de donner un titre de séjour, qui est d'un an. Vie privée, familiale, etc. Après, il peut toujours, ce qui est même prévu par les textes, c'est que si cette personne est condamnée, la personne qui est l'auteur des violences, la personne étrangère peut même passer un titre de séjour de 10 ans. Mais bon, il se peut qu'au renouvellement du titre d'un an, que les violences aient disparu, etc., que ça peut être à nouveau remis en question si l'ordonnance n'est pas prolongée. C'est jamais gagné d'avance cette affaire. Ça dépend des situations. Bon, à croire que j'ai vu très rarement un préfet refuser le renouvellement d'un titre de séjour parce que la personne a bénéficié de l'ordonnance de protection. Encore une question. Même deux, non? Il n'y a pas des cas que vous avez reçus, que vous avez vécu. Nous, on a reçu une jeune qui s'est mariée là-bas au pays, puis il se retrouvait ici, et bien enfermé. Donc il y avait le mari, quand il sort, il ferme, et puis après, quand il rentre, que la femme soit là, il a préparé à manger, etc., plus des violences, puis la jalousie de la mère. Bref, on l'a reçu, on l'a accompagné, et puis on l'a orienté vers des structures qui sont plus adaptées. Voilà, c'est pas, on dit, nous, on n'est pas prêts, on n'a pas les moyens, on n'est pas formé pour ça, donc on ne peut rien faire. Il faut toujours agir, et puis après, ça vous permettra un petit peu de se renseigner, de voir un petit peu quelles sont les démarches à faire. Voilà. Et parce que cette possibilité est donnée
aux personnes qui peuvent éventuellement faire l'objet de violences intrafamiliales. Quelquefois aussi des violences par la belle famille, etc. Et c'est pas toujours facile de sortir de ce cercle-là pour aller devant un guichet de la préfecture faire la démarche de demande de régularisation. Bien, pour ceux qui veulent aller plus loin, je leur signale que j'anime donc une formation à l'immigration santé sur le droit d'entrée de séjour des étrangers avec une partie sur la protection sociale et les droits sociaux. Donc ce sera le 12, 13, 14 novembre et le 19 novembre. Donc c'est la totale. Tout le droit des étrangers, je vous signale que le droit des étrangers est un droit à part entière, qui n'est pas enseigné dans les universités. Il n'y a pas de master de droit des étrangers. Alors que c'est un droit à part entière, très changeant, qui change quasiment à la cadence de chaque ministre de l'Intérieur. Donc, depuis les ordonnances 45 et la loi sur les droits étrangers a changé peut-être 42 fois. Donc voilà, ce sont des choses très complexes, mais dans vos compétences respectives, j'imagine que vous avez des étrangers, souvent beaucoup dans vos permanences, etc. C'est important d'avoir une approche de ces questions-là. Aussi bien en ce qui concerne le droit au titre de séjour, l'accès à la nationalité, les procédures de demandeurs d'asile, et puis une question qui est très très complexe, c'est les droits sociaux, la protection sociale, la France étant liée par des tonnes de conventions bilatérales, sécurité sociale et même internationale, etc. C'est assez complexe, mais c'est très riche. Quelquefois, on pense qu'on n'a pas un droit alors qu'il est inscrit dans les textes. Voilà. Encore. Mais alors, vous dormez ou quoi? Ah, voilà notre sauveuse. Il y a un petit point là-bas, En fait, c'était juste par rapport à un doute sur l'ordonnance de protection. Ça s'adresse au couple du coup avec un Français ou c'est à tout le monde? Le titre de séjour, il peut être aussi... N'importe quelle personne qui réside sur le territoire français, qu'elle soit en situation régulière ou pas, peut formuler auprès du JAF une demande d'ordonnance de protection. Et si l'ordonnance est accordée, elle peut demander cette APS, même si c'est un couple... Parce que quand vous parlez des demandeurs d'asile, j'essayais d'imaginer un petit peu la situation où du coup ce serait deux personnes étrangères qui toutes les deux sont en demande d'asile, il y aurait violence dans le couple, et donc la femme aurait cette ordonnance de protection et elle aurait cette APS en tant que victime de violence conjugale. C'est parfaitement possible, Ouais. sauf que comme il a été précisé, si cette personne est aussi dans une procédure de demande d'asile, les préfets et les préfectures lui demandent de renoncer à cette procédure pour passer à une autre. Donc il faut bien être clair qu'il y a deux possibilités dans les textes qui sont données aux personnes victimes de violences, c'est-à-dire celles qui sont donc, bénéficiaires d'une ordonnance de protection. Elles ne sont pas très nombreuses, je l'ai dit dès le départ. Il y a un droit qui est obligatoire en quelque sorte. Le préfet ne peut pas refuser. Il est sujetti à la décision du juge. Et puis toutes les autres personnes qui sont les plus nombreuses, conjoints français ou d'étrangers arrivés par l'homofamilial, paxé, concubinage, etc., qui ont ce droit dans les textes, mais le texte dit le préfet peut, selon son pouvoir discrétionnaire, il n'est pas obligé, il peut, au vu d'un dossier. Et c'est ce dossier-là qui est le plus souvent très difficile à monter. Quand il y a des coûts, qu'il y a des certificats médicaux, qu'il y a des plaintes, qu'il y a des
mains courantes, etc. Mais quand ce sont des violences moins visibles, qui ne sont pas moins destructrices, là c'est très difficile. Une fois de plus, ce sont des dossiers qui se travaillent sur des éléments. Et là, comme ça vient d'être dit, il ne faut jamais faire deux démarches à la fois. Vous savez, maintenant, ils sont informatisés, et puis les préfectures, vous voyez, ils sont là pour vérifier. On n'est pas devant un psychiatre, hein, quelqu'un qui doit réprimer. S'il y a deux démarches, eh ben, ça se bloque et puis merci les dégâts. Voilà. Encore une question. Continuez puisque vous avez le micro. Vous avez une belle voix. Chantez-nous. Sinon, on va commencer. Hein? Ah, évidemment, tous ces titres donnent le droit à travailler, c'est important. Je dis que tous ces titres donnent le droit à exercer une activité professionnelle. À vous, madame. Bien. Non, appuyez sur le bouton. Bonjour. Alors, on travaille dans un centre d'hébergement, d'insertion sociale. On a actuellement une dame qui Je vous entends pas très bien. Un petit peu fort. elle est arrivée en France en période hivernale. D'accord. Elle est arrivée à l'instruction en période hivernale. Elle a été victime d'excision dans son pays d'origine. Elle a fait une demande d'asile. Alors, recommencer. J'ai compris qu'elle est victime d'excision, c'est bien ça? Elle a fait une demande d'asile parce qu'elle a été victime d'excision dans son pays d'origine. Alors en fait, pour toute la famille, du coup, elle a 2 enfants. Avec son conjoint, elle n'est pas mariée. Du coup, sa fille a été régularisée, mais pas elle. Ni l'autre enfant. Alors, ça c'est très particulier. Ce sont des ressortissants du Mali? Non, de la Côte d'Ivoire. D'accord. Si vous voulez, des enfants qui risquent ou qui ont été victimes d'excision, c'est une décision qui date d'il y a à peu près 2 ans, sont considérés comme un groupe social. Et ça, dans le cadre de la Convention de Genève, qui gère la partie qui concerne les demandes d'asile statutaire, c'est un des critères. Alors, l'OFPRA, voire des fois la Cour nationale du droit d'asile, délivre un statut de réfugié statutaire, c'est-à-dire selon les normes de la Convention de Genève, aux enfants. L'enfant est considéré réfugié. Et pas avoir de conséquences, il a le droit, ça c'est encore une petite innovation qui va venir avec la nouvelle loi, c'est que les mineurs qui sont très peu, il y a eu 200 et quelques l'année dernière auxquels on reconnaît le statut de réfugié, vont pouvoir regrouper, c'est pas un regroupement familial, c'est un rapprochement familial, hein. C'est pas la même procédure. Les parents, les frères et sœurs, etc. Jusqu'ici c'était que les parents, donc à l'avenir c'est plus élargi. Les frères et sœurs, y compris les ascendants. Alors dans cette affaire-là, ça vous m'étonne quand vous dites que l'enfant a eu statut, et c'est la maman ou les parents? Alors, ce qui est donné aux parents, c'est la protection subsidiaire. Non. Si. Si. Le spécialiste ici, c'est moi. Donc, il ne faut pas me contrarier. Le débat est intéressant. Voilà, enfin, ça s'anime un peu. Voilà. Moi, je n'arrive pas. Vous avez travaillé dans un cadre, mais donc la protection subsidiaire est accordée aux parents, à la maman ou plus rarement au père. Par exemple, avec le Mali, les mamans sont inscrites dans la possibilité de faire une demande d'asile, éventuellement si elles ont été elles-mêmes, si elles sont elles-mêmes victimes d'excision, etc., mais pas les messieurs. Hein. Donc, vous voyez, le Mali, c'est à 2 vitesses.
Les mères peuvent faire des demandes, mais les papas sont considérés venir d'un pays sûr, etc. Vous voyez, c'est un peu technique, mais alors, si l'enfant a le statut de réfugié, les parents, en l'occurrence la maman, ne peut avoir autre chose que la protection subsidiaire, qui est une carte d'un an, qui va passer avec la nouvelle loi à 4 ans. Vous savez, elle est dite pluriannuelle. Alors maintenant, je vous écoute, là. Dites-moi, qu'est-ce que... Donnez le micro, merci. Et je rappelle que le statut de réfugié donne droit d'emblée à une carte 10 ans. Et quand il s'agit d'enfants mineurs, et ben jusqu'à sa majorité, elle n'a rien, puisqu'il n'y a pas de séjour pour les enfants. Elle aura le passeport de voyage, etc., mais pas de séjour. Oui, je vous écoute. Alors, en fait, pour notre part, pour les familles que l'on suit actuellement au Canada, et ce depuis 2014, Ouais. les mères n'obtiennent ni la protection subsidiaire ni le statut de réfugié. L'enfant, le plus souvent, c'est la protection subsidiaire. Et par contre, il est demandé à la maman de se rendre à la préfecture pour obtenir une carte vie privée vie familiale. Mais nous, là, sur les situations qu'on a depuis 2014, aucune maman n'a été... C'est quelle préfecture, ça? Oui, mais c'est l'OFPRA. L'Eure, c'est ça? Ah non, non, du tout. Là, on est dans le département de l'Orne. Mais moi, je parle en termes de procédure de demande d'asile. Oui. L'OFPRA ou la CNDA ne permet pas à la maman d'obtenir le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, uniquement l'enfant mineur. Oui. Et par contre, l'OFPRA se permet de dire nous vous demandons de vous rapprocher de votre préfecture du domicile pour pouvoir avoir une carte de vie privée vie familiale. Alors, ça dépend comment les dossiers ont été déposés à l'OFPRA. En général, Il y a la maman déjà ça, parce que le drame, je vais vous dire quelque chose, le drame de plus de la moitié des demandeurs d'asile, c'est qu'ils ne sont pas du tout accompagnés, alors qu'ils devraient normalement, avec la procédure maintenant, des boutades, etc., enfin, les clichés d'accueil, ils devraient être encadrés à ce niveau-là, c'est-à-dire on essaie de trouver du logement, la nourriture, des vêtements, des choses comme ça, ce qui est très bien d'ailleurs pour des personnes qui sont totalement démunies, mais plus rarement, ces personnes bénéficient d'un accompagnement au niveau de leur récit, de leur parcours, et ça c'est très important. Donc je n'ai aucune idée comment ces personnes que vous connaissez ont suivi, ont fait leur demande, mais il est évident que c'est au départ qu'il faut solliciter cette protection subsidiaire. Moi, en région, j'ai plein de cas, pas plus tard que la semaine dernière, de mamans pour lesquelles les enfants ont obtenu le statut de réfugié et les mamans qui ont obtenu la protection subsidiaire. Ceci dit, il est possible aussi, mais dans ce cadre-là, les préfectures instruisent favorablement, il est possible aussi de faire une demande de titre de séjour du privé familial. En définitive, c'est le même. Sauf qu'ils changent de... Enfin, maintenant, ils mettent plus sur certains l'appellation protection subsidiaire. Mais je peux vous assurer que c'est en règle générale, c'est la procédure. Statut réfugié pour l'enfant, parce que imaginez que l'enfant est là, que les parents ne sont pas là. Ça peut arriver. Que l'enfant obtient le statut de réfugié. Je viens de vous dire que par la suite, il peut regrouper ses parents, enfin, rapprocher ses parents au titre de son statut de réfugié. Donc, que les enfants, que les parents viennent de la Côte d'Ivoire, du Mali ou je ne sais où, ou qu'ils soient déjà là, ça ne change rien. Le statut doit leur être accordé. Il y a peut-être des réclamations à faire au niveau de la CNDA, etc. Continuez de donner des éclaircissements à votre niveau. Oui, bah après. Après, je sais pas. Nous, c'est vrai que sur le terrain, c'est pas. Ce que vous nous dites, en fait, nous, sur le terrain, ça ne transparaît pas du tout comme ça. Pour une maman qui a été victime de violence et qui quitte son pays parce que pour protéger ses filles de l'excision, d'avoir le statut de réfugié ou une carte de régularisation à la préfecture, il faut bien différencier les deux procédures. C'est pas la même chose, c'est pas la même reconnaissance du statut de victime. Et on n'est pas du tout la même chose. Et vous dites que au final ça aboutit au même.
Sur le terrain, c'est du coup pas la même chose au niveau de la reconnaissance dans le statut de victime et puis au niveau des droits. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a une protection subsidiaire ou le statut de réfugié a une carte de 10 ans ou d'1 an pour la protection subsidiaire. Elle a le droit, du coup, elle a tous les droits des Français, donc c'est-à-dire toutes les prestations, le RSA, la PAJE, etc., toutes les prestations familiales. Une personne qui a une carte de régularisation vie privée, vie familiale et qui a des enfants de plus de 3 ans n'a le droit à aucune de ces prestations et ne peut ne pas du tout s'insérer en France. Et vous avez peut-être là une réponse au fait qu'on ne donne pas les cartes à ces personnes. Hein. Et sur le terrain, du coup, nous, les derniers dossiers... Et moi, je vois mal comment cette dame qui a un enfant qui a un statut de réfugié n'obtient rien auprès de la préfecture. Ça m'étonne. Alors, si auprès de la préfecture, elle obtient une carte vie privée, fille familiale, mais elle va, au niveau des instances décisionnelles de l'asile, donc l'OFPRA et la CNDA, elle n'a pas la reconnaissance du statut de réfugié ou la protection subsidiaire. Là, je vois souvent l'inverse, alors je ne sais pas comment... Après, je ne sais pas s'il y a d'autres exemples en fait, sur le terrain. De toute façon, c'est sûr que les pratiques des préfectures, on a la loi et on a l'application de la loi. Mais là, c'est pas la préfecture, moi, j'ai plein de gens qui me disent est-ce que si je change de préfecture, ça va aller mieux? Je dis, mais la loi est la même pour toute la France. Et là, bon, oui, je vous entends. Hein, là, vous me dites que c'est l'OFPRA et la CNDA qui a refusé. Je ne sais pas comment, une fois de plus, comment cette personne a formulé sa demande. Est-ce qu'elle a été accompagnée d'un avocat devant la CNDA, etc. Tout ça, c'est important. Parce que si elle vient toute seule avec, comme disait Monsieur le Président tout à l'heure, en parlant les langues, là, avec l'approche d'une langue qu'elle ne peut pas exprimer tout ce qu'elle veut, ou quel est son parcours, c'est là peut-être la raison pour laquelle elle n'a rien obtenu. Il faut se faire accompagner du spécialiste pour ces choses-là. Je voulais avancer votre témoignage aussi, parce que je travaille en Canada. Et effectivement, au niveau des femmes qui viennent protéger leur petite fille de l'excision, c'est les petites filles qui obtiennent le statut de réfugié et les mères n'obtiennent rien. Mais après, sur la préfecture de Saint-Humain, en Amelin, elles obtiennent une carte de résident de 10 ans, ça leur permet d'avoir le RSA, etc. Mais après, j'imagine que peut-être dans vos situations, les mères avaient elles-mêmes des craintes personnelles, parce que souvent, dans les situations que j'ai eues, les mères en fait voulaient juste protéger leur petite fille de l'excision. Donc c'était pour ça qu'elles n'avaient rien comme protection. Mais après, si dans le dossier, la mère a des craintes autres des décisions, c'est peut-être pour ça que dans vos situations, elle a obtenu une protection. Non, mais elle rentre dans le critère de protection de l'enfant. Comment voulez-vous qu'on accorde le statut à un enfant mineur et qu'on laisse les parents par la maman? C'est 2 numéros de dossier. Si on pas récupère, je veux bien, sans rien. Au niveau du raisonnement de l'OFPRA et de la CNDA, ils expliquent bien que la mère n'a aucune crainte personnelle et donc c'est pour ça qu'elle n'a aucune protection. Moi j'ai vu souvent l'inverse et je me demande même si c'est pas, j'ai pas tout le CCDA dans la tête, hein. Il y a l'article, mais il faut voir dans les articles 700 et quelques qui régit la question de la fantaisie, il me semble qu'il y a quelque chose là-dedans, je vais le vérifier. Que le statut de protection subsidiaire doit être accordé au minimum à la maman qui accompagne l'enfant. Je ne verrai pas exclu ça, de toute façon, cette personne, puisque l'enfant est réfugié. Non, de toute façon, donc, je veux dire, si le rapprochement, vous savez, les réfugiés statutaires, ils peuvent rapprocher des familles. C'est une procédure très simple. Qui consiste à envoyer tous les documents à la famille restée dans le pays d'origine, qui se rapproche des autorités françaises. C'est pas comme un roman familial, il y a des notions de ressources, de logement, etc. Moi, je travaille beaucoup sur les Hauts-de-Seine, j'ai vu arriver des familles entières d'Afghans
mère, 4 enfants, etc. Alors que le monsieur réfugié vivait dans un 7 mètres carrés de foyer à Doma. Vous voyez? Après, on a mis des choses en place pour loger la famille, etc. Donc, imaginons que l'enfant a le statut, que la maman n'est pas là. Donc, sans la personne qui a l'autorité parentale, qui a une délégation, etc., peut parfaitement procéder à l'envoi des documents pour que la maman vienne sous le statut de protection de l'enfant. Alors pourquoi, comment voulez-vous qu'il ne le fasse pas sur place? Il y a quelque chose là qui... je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc en ce moment-là, il n'y a qu'à demander un rapprochement familial sur place pour la rapprocher automatiquement. Elle obtient non pas le statut de réfugié parce que ce n'est pas elle qui est en risque personnellement, mais la protection subsidiaire. Je vous assure que j'en ai plein qui possèdent ce statut-là. Alors qu'est-ce qui se passe dans l'ordre? Je n'en sais rien. Mais nous, dans le temps, à Migration Santé, on a parlé des stages de formation. On avait proposé aux préfectures des stages au personnel. On a fait dans le temps. C'est le rêve de ma vie. Former les agents de la préfecture. Il y a longtemps, ils étaient peut-être aussi, ils étaient bien partants. Mais c'est parce que quelquefois le personnel, il ne connaît pas la loi. Donc il mélange les pédales et c'est pour cela la démarche. Moi, par exemple, dans le temps, j'accompagnais beaucoup les demandeurs d'asile. Il y a des personnes qui étaient dégoûtées parce que, premièrement, ils racontent dans la situation de peur, ils ne savent pas quoi raconter. Et puis, on trouve qu'ils ont raconté 3 versions différentes. Vous voyez, alors, dégoûtés parce que je dis aux gars, maintenant, on va raconter une seule version, on déchire les autres. Et puis, il suffit qu'ils soient accompagnés, que ça soit bien expliqué. Et bien, quand on est dans une situation de détresse, quand on est dans une situation où on a subi la torture, qu'on a subi l'exil, etc., on arrive quelquefois, même vous, quand vous passez un examen, ça vous est arrivé le matin, vous êtes un petit peu dans les bas. Vous n'êtes pas vous-même. Donc, quelquefois, bref, l'accompagnement est essentiel dès le début, avec des professionnels qui savent poser des questions et des procédures. Encore 2-3 questions, parce qu'il va partir, après on n'aura plus le temps de lui poser des questions. Je vous conseille, sauf si vous voulez venir à son stage. Ah, j'ai l'impression, qui va venir? C'est grâce à vous que Migration Santé continue ses stages. Alors, inscrivez-vous, si vous n'avez pas les moyens, vous êtes bienvenus quand même. Alors en fait, j'ai une autre situation. Alors, c'est pas mitigant, Plus haut, plus fort, peut-être sinon venez à côté. Vous m'entendez? Alors en fait, j'ai une autre situation. Alors, on a une dame aussi qui est arrivée aussi en période hivernale au CHRS et qui a été réorientée en cadavre vu qu'elle avait fait une demande d'asile pour excision aussi. C'est une dame qui venait de Gambie, qui avait perdu une fille en Gambie qui avait été excisée et qui était décédée tuée à son excision. Ensuite, elle est allée en CADA en dehors de l'Île-de-France, à Lille, et elle n'a pas été régularisée parce que sa fille, elle était déjà décédée et qu'il y avait plus de risque apparemment. Et en sachant qu'elle avait quand même une adolescente avec elle. Mais elle n'a pas été régularisée non plus. Parce que l'enfant est décédé, c'est ça? Oui. La première fille, elle était déjà décédée en Gambie, donc ils ont considéré qu'il n'y avait plus de risque. Et le médecin Et madame a été excisée. Oui, mais il n'y a pas. Est-ce une violence? Ça paraît difficile. Moi, je peux dire, j'étais peut-être le premier invité par le tribunal de Bobigny. C'était pour la première fois qu'on a commencé à parler d'excision, et c'est une famille, je me suis présenté avec mes risques et périls parce que c'était pas évident. Eh bien, c'est une atteinte, une violence qui nuit à la personne. Donc ça m'étonne que dans le temps, on avait parlé qu'il faut qu'il y ait des constats de médecin, c'est-à-dire une expression comme ça, il est visible sur le corps. Elle l'a fait.
Oui, mais bon, là, moi j'ai assisté. c'est une situation très particulière. On a présenté. C'est une situation très particulière parce que l'enfant, malheureusement, est décédé. Et du coup, maintenant, il en a. Donc, j'ai pardon. Elle a une autre fille. D'autres filles. Oui, elle a une autre fille. Et du coup, elle a fui la Alors, pour pas qu'elle soit moi j'ai des situations, j'ai des personnes dans des pays où l'excision se pratique, malheureusement, qui ont accouché en France d'enfants, notamment des filles, et qui ont fait la demande au titre de la protection de ces enfants. Bon, ça peut paraître un peu paradoxal parce que l'enfant est né ici, mais s'il devait retourner au pays, il y aurait quand même un risque. Après, il y a quand même peut-être dans les affaires que tu dis là, un petit détail, parce que est-ce que les mamans ont été elles-mêmes excisées? Alors ça, voilà, ça aboutit au titre de protection subsidiaire pour les mamans. Y compris devant la CNDA. Il y a un recours devant la CNDA, parce qu'il y a un avocat. Il va se baser sur la jurisprudence et tout ça, c'est important. Parce que pourquoi les uns l'obtiennent et pas les autres? Alors, on peut être dans des situations similaires. C'est ça la question. Et il faudra un avocat comme un spécialiste dans le droit d'asile pour aller devant les juges. Ils sont en grève là en ce moment, je crois qu'ils ont fini la grève. Vous savez, là, avec la volonté du gouvernement d'aller très vite dans ces dossiers-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour de demandeurs d'asile, ils veulent surtout éloigner tous les députés, etc., les doubliner, enfin, il y a pour la journée à parler de tout ça. Mais ils veulent aller tellement vite qu'il y a forcément, excusez-moi, des déchets. Et d'où l'importance d'avoir un avocat spécialisé, parce que la jurisprudence là-dedans, je vous assure qu'il y en a des tonnes. La plupart. La plupart en situation irrégulière, et prendre un avocat spécialisé dans le droit d'asile, il faut avoir les moyens, et la plupart Non, je regrette, bénéficient de l'aide juridictionnelle. Je regrette, ils ont droit à l'aide juridictionnelle, ces personnes. Oui, mais elle ne choisit pas cet avocat. Ah bah, forcément. L'aide juridictionnelle doit être demandée auprès de la CNDA, et forcément qu'ils vont désigner un avocat qui est spécialiste en droit d'asile. Je ne vois pas ce qu'il pourrait. Elle précise qu'elle souhaite le concours d'un avocat spécialiste. À mon avis, il y a des situations qui ne sont pas très bien suivies, parce qu'à côté, il faut. Je vois bien qu'il y en a le peuple qui se réveille contre vous, monsieur le président de la voix et au peuple des femmes. Racontez-nous. C'est du coup. Mais moi, par exemple, pour l'orientation, ça a été dit, hein, je leur dis, évitez telle préfecture, déménager pour aller dans une autre. Il y a des questions là-bas, alors si vous pouvez passer le micro. Je suis assistante sociale en polyvalence sur Paris. J'accompagne une maman qui est âgée d'une trentaine d'années, qui a eu une gamine de 15 ans au pays qui a été excisée, qui a eu un enfant sur le territoire avec un papa français, mais dont le père ne fait pas les démarches. En fait, il ne s'est pas présenté en temps et en heure à la préfecture. Cette maman s'est retrouvée sans hébergement, a été hébergée par un homme en échange de faveurs. Et de ces faveurs est née une petite fille. Madame souhaite faire une demande de protection, monsieur refuse. Donc je me suis rapprochée auprès d'une association pour effectivement savoir si madame pouvait tout de même faire la demande de protection. Donc j'ai eu une réponse affirmative, mais la question que je me pose, c'est est-ce que monsieur peut passer derrière madame et s'opposer à cette demande de protection? Évidemment que non. Vous avez dit évidemment que non. D'accord. Non, elle est libre de faire la démarche qu'il
seul. Et monsieur ne peut pas s'y opposer par L'autorisation de son mari ou de son compagnon pour faire une demande de protection. Mais il y a plusieurs choses dans ce que vous dites là. Bon, il y a un enfant qui est de 15 ans qui est au pays. Il passe sur le territoire, donc il ne peut pas se baser là-dessus. Un enfant né d'un monsieur français. Est-ce qu'il a reconnu l'enfant? Alors, il a reconnu l'enfant, sauf qu'en fait, il y a une procédure qui a été faite au niveau de la préfecture. Oui. Et en fait, monsieur n'a pas donné suite au rendez-vous proposé par la préfecture. Donc, du coup, Est-ce que en fait, la il y a une maman annulation de la demande. est-ce que la maman a pu faire une carte d'identité pour l'enfant, française, etc. Non, toujours pas. Et madame est Voilà assez le genre de situations qui peuvent parfaitement entrer dans les notions de violence conjugale qui ne sont pas avérées, visibles, mais qui existent. C'est-à-dire que c'est monsieur qui peut donner la possibilité à cette dame d'avoir un séjour en qualité de maman d'enfant français, ne fait pas les démarches nécessaires pour fournir des documents le concernant, sachant que actuellement, les parents d'enfants français sont donc collimateurs, il y a beaucoup de fraude, et donc il y a des enquêtes qui sont déclenchées. On n'est pas encore au test ADN, mais à mon avis, ça va venir un jour. Et donc, ça, c'est des situations qui s'interdisent. Une héros-épicée qui n'autorise pas de travailler, ce qui est contraire à la loi. Les parents d'enfants français ont droit au séjour et peuvent travailler. Sauf qu'il y a des enquêtes qui sont confiées à des commissariats, etc., qui traînent des pieds. Et puis, quelquefois, c'est vrai, moi j'accompagne une dame en ce moment. Le monsieur qui a reconnu son enfant, il est connu pour avoir reconnu 14 enfants, quelque chose comme ça. Donc, c'est, je veux dire, toutes les lois engendrent des effets pervers. Donc, il y a une possibilité, les gens expliquent, etc. Mais bon, la dame en question, elle m'assure, elle me garantit que c'est bien lui le papa de son enfant. Bon, je reviens. Donc, il y a cette possibilité qui est empêchée parce que le père ne fait pas les démarches nécessaires. Après, vous dites qu'il y a un autre enfant qui est né ici. Un autre enfant avec un autre Ce papa. monsieur-là ou d'un Un autre papa. C'est une fille. Et c'est une fille, tout à fait. Et cette dame, elle a été elle-même dans sa vie excisée. Elle a été excisée. Pour qu'elle fasse une demande de protection Elle a frontalière. en... Il faut qu'elle fasse la demande d'asile pour sa fille, qu'elle apporte les éléments nécessaires là concernant elle-même. Et ensuite, je vous garantis qu'elle doit avoir un petit séjour protection subsidiaire. En déplaise, normalement, ça doit déboucher sur ça. Bon, Et on revient l'année prochaine pour voir. ce qui n'empêche pas qu'elle glisse dans le dossier le fait qu'elle a un enfant avec un ressortissant français. Ça va, tout ça, ça va. Elle a des attaches familiales en France. D'accord. C'est-à-dire à l'autre. Je pensais au contraire que ça allait freiner, en fait, comme si madame tirait dans tous les sens, entre guillemets, pour être sûre d'avoir un petit... Non, mais il faut qu'elle Enfin, j'ai peut-être soit une demande. pensé, mais... Vu le refus de ce monsieur d'accompagner, en fait, c'est le papa de son premier enfant. C'est bien ça. Et en France. Pas compris. Elle a un enfant qui est au pays. Comme ça, on ne peut rien faire, l'enfant est là-bas. Ensuite, il y a eu un deuxième enfant en France, d'un deuxième papa, français, et après un troisième enfant d'un troisième papa. D'accord, c'est bien ce que j'ai compris. C'est ce premier deuxième enfant qui est d'un papa français. Et entre-temps, il y a un deuxième enfant qui est de... c'est pas... Oui, mais le papa de ce deuxième enfant, est-ce qu'il est français lui aussi? Non, il a un titre de 10 ans. Oui. Voilà. Il y a peu de chances que le papa de l'enfant français fasse des démarches pour l'aider. C'est la situation familiale. Donc, je dis qu'il faudrait en ce moment-là qu'elle tente la procédure de demande de protection pour son enfant, fille et enfant.
Est-ce qu'il y a d'autres Les questions? contradictrices, est-ce que vous êtes d'accord? Il n'y a pas de commentaires? Non. Ah, voilà. Le micro, passez. Je voulais juste ajouter que l'OFPRA, comme une demande de protection pour les enfants, l'OFPRA va aussi convoquer le père s'il est en France. Quoi qu'il arrive, s'il y a l'enfant est déclaré par le père qui est en France, le père va être convoqué. Et après, c'est aussi à la maman de justifier si le père n'est pas du tout transfert, pourquoi le père est présent. Et souvent, l'OFPRA demande un courrier, un semblable, en tant que présence carrément. On travaille dans un cas-là et on a déjà eu justement une dame, exactement la même situation, enfant, une petite fille née en France, un papa français, mais c'est compliqué, la reconnaissance de la part du papa, tout ça, la identité, etc. Et la fille a eu le statut de réfugié, mais le père a été convoqué, ils sont français. Ça va? D'autres questions? Parce qu'après, on va passer à un autre chapitre qui n'a rien à voir avec le chapitre, mais ça, c'est complémentaire. Et comme j'adore les contes, parce que les contes, ça nous fait rêver, mais surtout, ça nous fait quelquefois trouver le bon sens. Une fois, j'étais dans le fond de la campagne. J'ai des amis, on me repose. Et il faisait beau. Imaginez que c'est un petit village au centre de n'importe où. Et puis on voyait arriver une déesse que j'appelais la reine de Saba. Une belle dame, on dirait silhouette, il va y voir dans ce noble land, et qu'il a entendu qu'il y a des étrangers, des Marocains, puisque je suis d'origine marocaine, qui sont par là, parce que des amis sont là, donc il est venu. Bah, bien sûr, c'est une sœur, soyez bienvenue. On a commencé à parler. C'est une grande journaliste qui venait du Kenya, qui parlait l'anglais, notre langue, le français bien sûr. Et c'était quoi? Il y avait un grand professeur, je ne dirais pas de quelle université, qui était dans ce pays, peut-être pour un safari, qui a rencontré sa déesse, qui l'a fait venir, soi-disant, dans le paradis terrestre qui est la France. Pays de Voltaire, des droits de l'homme. Eh bien, il l'a mis dans le fond, dans une petite maison, et pendant 2 ans, il était là, la pauvre, il vient la voir une fois, tous les mois, etc. Hein, voilà, donc il n'avait ni papier, ni rien du tout, il ne savait pas où il est, quels sont ses droits, etc. Eh bien, imaginez-vous le hasard, et c'est là où ça devient un vrai conte, le fait. J'avais un copain, Louis, qui s'appelle, de prénom français, de souche. Eh bien, il fallait qu'il rentre chez elle. Elle était loin, nous, on était pressés pour rentrer à Paris, c'était le dernier jour, par hasard. Eh bien, il dit, mais moi, peut-être qu'il m'énerve, moi, je ne connais pas cette personne, je vais terminer, je suis pressé de rentrer moi aussi. Mais je lui avais fait ça, c'était un ami. Il l'a ramené, mais ils sont retournés tous les deux à Paris, ils se sont mariés. Ils ont des enfants. Et je vous assure, c'est vrai. Alors, c'est pour vous dire quelquefois, l'être humain, il est splendide dans sa grandeur et quelquefois les solutions se trouvent d'elles-mêmes. Donc, comme disait Jean Monod, le hasard et la nécessité, quelquefois la nécessité de la vie, c'est ce qu'on est en train de voir, mais le hasard peut faire des choses. L'autre point, et je passe la conclusion à mon ami, c'est que quand je faisais de l'alphabétisation, c'était jeunes et beaux après 60 ans, eh bien, c'était le regroupement familial. Et les gens, ils arrivent. Alors les maris, vous savez, les Méditerranéens, vous savez quand je dis Méditerranéens, c'est de l'autre côté de la Méditerranée, qui sont les Africains du Nord et du Sud. Et bien, ils parlent avec les Italiens, les Méditerranéens du Nord, et bien avec les gestes. S'ils ne font pas des gestes, s'ils ne crient pas, ils n'existent pas.
C'est-à-dire qu'ils font leur psychanalyse quotidienne, comme je dis, parce que si on est fermé, on est obligé d'aller parler à l'objet chez quelqu'un. Donc je leur dis, mais voilà, nos instances sociales, ces gens-là, ils crient, ils font des gestes, mais surtout, n'allez pas pour dire les droits de femmes, etc. Eh bien, je prends le père, hein, c'est ça où je vais arriver, comme ça m'est arrivé souvent. J'ai beaucoup de frères, beaucoup de chers amis, beaucoup de... Si on a, ça dépend des rapports qu'on a, mais on se met en confiance. On est en France. Et en France, c'est différent qu'au pays. Ici, il faut respecter. C'est le même droit. Il faut ceci. Donc, il y a une éducation à la citoyenneté que quelquefois on oublie. Quelquefois, il faut que ces personnes, il y a les lois, il y a la justice, il y a tout ça. Mais en dehors de ça, il y a l'humain. Et quelquefois, l'humain, il faut lui expliquer aux femmes pour les rassurer. Et surtout aussi aux parents, quelquefois, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah, Dieu pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est connu depuis des siècles. Donc, quelquefois, il faut faire l'éducation des parents, du couple, et que il ne faut pas... Pour des situations, bien sûr, mais si on passe à l'acte, ce qu'on est en train de traiter, c'est autre chose. Mais en amont, prévenir celui de guérir, si vous avez des citoyens qui sont arrivés d'autres continents, d'autres pays, d'autres cultures, n'hésitez pas à expliquer aux parents ensemble et au père, c'est lui qui est violent, ou à la femme, ça arrive souvent, hein, il y a des violences psychologiques quelquefois, il y en a qui savent faire. Conclusion, cher ami, puisqu'il n'y a plus de questions, et j'ai uniquement fait un intermède avec mes collègues. La conclusion, c'est que il y a la formation gratuite. On va les inscrire maintenant. J'ai pas envie de faire. Et on réserve ici, hein, si vous êtes. Il y a beaucoup de choses à apprendre dans ce domaine. Je dois dire. On fait des photocopies, 800 pages, hein, c'est-à-dire... En tout cas, c'était un plaisir d'être là ce matin. Ben, c'est moi qui vous remercie, mais vous pouvez rester jusqu'à midi, au cas où ça se réveille, hein, les combattantes là-bas pour le combat. Ah, moi j'aime bien quand il y a des idées, les recherches comme ça peut... Il n'y a pas une seule fois, mais je pense que ça dépend du personnel aussi accueillant, hein, c'est-à-dire dans ces administrations, quelquefois ils ne sont pas au courant, quelquefois ils sont dépassés, quelquefois ils ont des personnes, ils ont des problèmes personnels, des transferts. Il faut savoir, hein, ce que je dis. Quand on se lève le matin, il faut toujours dire comment je vais terminer la journée. D'accord, mais il faut être sûr de soi, il faut la terminer. Donc on est 11h30, on a encore 1 heure. Et ça sera avec Madame Emmanuelle Bornibus. Il me dit toujours, il faut bien prononcer mon nom. Ça va? C'est notre collègue de Migration Santé. Hein. Et puis il va vous parler de ses expériences, il va parler aussi de son savoir, hein, parce qu'il est anthropologue, il est psychologue aussi. Hein. Et sa formation. Là-bas, il va nous parler un petit peu des situations qu'on précise. Elle est un petit peu fatiguée parce qu'elle vient d'arriver de loin, mais on va l'aider avec votre présence. À vous, madame.